Alors, on va commencer par Laure. Peut-être tu te présentes toi-même, allez. Je vais remercier d'abord Joseph Marceau pour ses initiatives qu'il prend régulièrement pour qu'on puisse échanger sur nos accompagnements et la façon dont il s'ajuste sans arrêt aux mutations sociétales. Je salue aussi toute l'œuvre de l'association Mavar qui œuvre au quotidien. Je renouvelle mes remerciements à Madame la sénatrice Micheline Jacques de nous accueillir pour réfléchir ensemble à des questions cliniques et sociales, cruciales et toujours très actuelles. Cette année, ce qui nous inspire, c'est le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, qui résonne en fait avec ce à quoi nous avons affaire tous les jours en tant que psy dans l'espace de nos consultations. Donc c'est là que je vais me présenter. En fait, c'est comme psychologue clinicienne que je parle, au sein du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences et aussi en libéral. Et c'est de ce point de vue que j'interrogerai certaines problématiques relationnelles d'enfants et d'adolescents en posant la question en quoi un tel soutien de l'éducation nationale est-il bienvenu pour ces jeunes. Alors j'exposerai d'abord les différents temps de la construction subjective, affective, relationnelle, sexuelle. Comment l'individu s'inscrit-il dans la relation à l'autre et dans la société ? Quels sont les écueils auxquels il est exposé et comment il l'exprime cliniquement ? Comment les étapes du programme y répondent-elles ? J'exposerai ensuite plus cliniquement des situations de jeunes patients dont la construction subjective a achoppé sous l'effet de certaines relations traumatiques. Certains y répondent par un syndrome dissociatif, d'autres par une altération du rapport à soi et à l'autre, parfois par des conduites à risque, d'autres encore par la chosification de l'autre en utilisant la pornographie. Ce sont des exemples un petit peu caricaturaux de la clinique d'aujourd'hui. Comment à chaque fois l'école peut-elle favoriser des prises de conscience, des prises de parole et donc contribuer ou non à la résorption de ces traumas ? Alors, en cette rentrée donc 2025, l'Éducation nationale a conçu pour ses élèves des classes maternelles à la terminale un vaste programme progressif d'éducation donc à la vie affective, relationnelle, sexuelle. C'est adapté à chaque étape de la construction des enfants et adolescents. Il leur parle de leur rapport à soi, d'abord, se connaître et se respecter dans un premier temps, de leur rapport aux autres aussi, établir des relations tout aussi respectueuses, et de leur inscription dans la société, en insistant sur l'égalité et sur l'éthique, à terme à penser aussi dans leur pratique de la sexualité. Je vais déplier les enjeux de chaque étape. Alors, à l'école maternelle, les enfants sont amenés à découvrir leur corps, ses différentes parties et aussi la notion d'intimité. Soulignons qu'à ce stade, chacun s'éprouve comme séparé de l'autre, se découvre comme unique, unifié, ce dont l'autre atteste en le nommant. Des repères lui sont transmis dans sa prise d'autonomie, les limites qu'il accepte des autres et fait reconnaître aussi pour lui-même. Son émancipation est supposée consolidée par sa considération pour l'altérité. Il peut être frustré de ne plus être omnipotent, mais soulagé aussi. Il est manquant et ça l'introduit à la relation à ses semblables. Ainsi, la visée éducative et préventive du programme croise des enjeux psychiques profonds. L'école maternelle laisse en réalité peu de souvenirs conscients. Pourtant, ce vécu inconscient détermine en partie l'abord de l'avenir. Nombre de patients nous indiquent dans l'après-coup combien ils en souffrent encore lorsque ces repères leur ont manqué, notamment lorsqu'ils ont été carencés affectivement, brutalisés dans le cadre familial ou encore à l'école. Ils témoignent à leur manière de l'importance, dès le plus jeune âge, de la parole. Elle leur permet de consentir ou non à des situations simples du quotidien, d'apprendre à vivre avec les autres. Si l'enfant a manqué de parole, il peut être fragilisé dans ses assises narcissiques ou dans son rapport à la frustration que les aléas de la vie lui feront immanquablement revivre. À l'école maternelle, maintenant, les élèves approfondissent la connaissance de leur corps, de leurs éprouvés, des contours de leur intimité. Le désir est structuré par l'interdit, de l'inceste notamment, et le désir est peu à peu orienté vers la génitalité. Le refoulement instaure une temporalité
où les fantasmes se structurent selon un long travail d'élaboration. La constellation familiale permet un jeu identificatoire entre les figures parentales, autorisant l'enfant à se voir comme semblable et différent de chacune d'entre elles. Il s'individue. L'enfant ne se sent plus se suffire à lui-même et il construit son identité en socialisant son désir avec la loi. À l'école élémentaire, lors de cette phase dite de latence, l'introduction progressive des notions de consentement et d'intimité respecte le temps de la symbolisation. C'est d'autant plus crucial de l'aborder que nombre de patients nous indiquent en réalité avoir été désorganisés par des contenus sexuels survenus trop tôt. Ici aussi, c'est dans l'après-coup des premiers émois de l'adolescence que cette problématique peut être réactivée. Le programme aborde aussi avec à propos les stéréotypes de genre, la notion d'égalité, la prévention des violences sexistes et sexuelles. Nombreux sont ceux à cet âge étant impactés, on le sait, par une disqualification, par exemple sur des critères sexistes ou masculinistes. À l'entrée au collège, à l'adolescence, l'éducation à la sexualité devient plus explicite. Les élèves découvrent les transformations liées à la puberté, un abord plus explicite des enjeux de la sexualité génitale avec certains de ses corollaires, la reproduction, la contraception ou les infections sexuellement transmissibles. La sexualité est surtout reliée au développement affectif et relationnel. La notion de consentement est articulée à celle de choix. Dans les relations amoureuses, l'intégrité est aussi articulée à celle de choix d'orientation sexuelle dans le respect de la diversité. Une attention est portée aux usages numériques, à la protection de la vie privée. C'est d'autant plus important lorsque l'enfant est confronté à des pratiques dévastatrices telles que se faire ghoster, bloquer ou subir du revenge porn. La menace que du contenu sexuel qu'il implique soit diffusé, pour ceux qui ne connaissent pas. Au lycée, le programme a pour objectif de renforcer l'autonomie affective et sexuelle des élèves. Il repose sur une approche éducative articulée autour de l'information, la prévention, la santé publique, l'égalité des droits. Ce cadre permet d'aborder des thématiques essentielles telles que donc la contraception, l'IVG, dans un contexte où nombre d'élèves demeurent inégalement informés. Il insiste sur le respect des diversités, d'orientation sexuelle, d'orientation, d'identité de genre, par exemple. L'enjeu est de permettre surtout à chacun d'accéder à ses droits et de se situer en tant que sujet au sein d'une société plus inclusive. Au-delà de cette dimension informative, le programme engage également les élèves à une prise de conscience de leurs responsabilités individuelles, collectives. Il les invite à réfléchir à la qualité de leurs relations, à se positionner face aux violences sexistes et discriminatoires. Cette dynamique vise à renforcer leur citoyenneté et leur capacité à agir de manière éthique. En accentuant la prévention des violences sexistes et sexuelles, le programme ne se limite pas à transmettre des savoirs. Il appelle chacun à devenir acteur de la transformation des rapports sociaux. Toutefois, une limite demeure. Aussi complet soit-il, ce dispositif éducatif ne peut pleinement intégrer la dimension inconsciente de la sexualité. Le sexuel ne se réduit ni à des données objectives, ni à une simple classification des pratiques ou des identités. Il est aussi traversé par le fantasme, des conflits psychiques, le désir inconscient, l'ambivalence. La logique éducative, si précieuse soit-elle, ne saurait se substituer au travail psychique propre à chacun. Celui-ci exige un espace d'élaboration singulier, parfois au prix d'une traversée de l'angoisse, surtout à l'adolescence, et dans certains cas, un accompagnement clinique. Encadrer, nommer, transmettre, autant d'actions nécessaires, mais qui demeurent insuffisantes pour permettre un véritable travail d'appropriation subjective. Une part de ce travail, intime et irréductible, échappe à tout programme institutionnel. C'est là que commence un autre travail, intime, et aussi spécifiques que l'ont été certains traumas. Alors maintenant, je vais m'attarder plus spécifiquement sur 4 vignettes cliniques pour montrer combien l'adolescent, à cette période toujours critique, revisite ce qu'il a vécu sous l'effet de nouvelles rencontres pouvant réactiver de l'inélaboré plus ancien. Donc je vais commencer dans un premier temps par Emma. Emma, c'est une femme enfermée par la loi du silence post-traumatique que des figures d'autorité auraient pu lui éviter. Âgée d'une 20aine d'années, elle passe la porte de mon cabinet, tremblante, dans le même état qu'à ses 15 ans. À cet âge, elle avait l'impression de vivre une vie ordinaire. Au collège, elle entretenait une relation amoureuse avec une autre fille.
Elle commence à découvrir et vivre son homosexualité. Elle avait des amis aussi, et notamment un garçon amoureux d'elle. Elle le respectait, alors elle a accepté son invitation à lui parler aux abords de leur collège. Emma lui a fait confiance. Elle a réalisé se trouver piégée lorsque des amis à ce garçon, d'un autre établissement scolaire, sont arrivés ensemble en se moquant d'elle. Ils lui reprochaient d'être homosexuelle. Ils l'ont agressée sexuellement pour, je cite sa phrase, « lui montrer qu'avec les hommes, c'est bien aussi ». Elle s'en souvient encore. Rapidement, elle s'est sentie se dissocier de son corps. Elle en fait des cauchemars toutes les nuits depuis. Lorsque je lui demande si elle a signalé à quelqu'un ce qui s'est produit, elle me dit en avoir eu le courage le lendemain. Mais la brigadière de police l'a incitée, je cite ses propos, à tourner la page, à ne pas briser avec une procédure à leur rencontre de jeunes garçons avec l'avenir devant eux. Elle n'a plus jamais parlé de cet événement à qui que ce soit, sauf un peu à son amie actuelle, supportant ses angoisses la nuit. En avait-elle informé ses parents ? Elle se sentait trop sale pour parler. Les jours suivants, elle se lavait plutôt des heures sous la douche. Elle ne voulait pas inquiéter sa mère. Quant à son père, misogyne, me dit-elle, d'extrême droite, il l'aurait accablée. Emma porte seule, donc dans la honte et la restriction de toute vie amoureuse accomplie, un passé qui ne passe pas. Comme d'autres femmes, Emma explique que des recours lui ont manqué. Son premier élan a été obturé. Puis elle s'est murée dans un silence à défaut d'institutions susceptibles de la protéger. Son silence la ronge maintenant de l'intérieur. Franchir le pas d'un cabinet représente maintenant pour elle la possibilité de se libérer. Parler, c'est reconnaître un interlocuteur capable de l'entendre. C'est dans la reconnaissance intersubjective de la thérapie qu'elle veut extraire d'elle-même la destructivité qui la ronge. Emma veut, dans des mots, s'extraire de sa prison intérieure, déterminée par le manque de soutien institutionnel. Pourquoi moi, me demande-t-elle. Parler, c'est en effet s'entourer. Comme ici, la famille y est souvent la dernière informée, tant la honte posée sur la sexualité y est présente. Emma entend se délester dans un espace tiers de son sentiment de culpabilité. Elle ne décorrèle pas son homosexualité des agressions, mais elle refuse qu'elle reste une punition pour elle. Lorsqu'elle le formule, elle se réconcilie un peu avec elle-même. Les cauchemars deviennent moins fréquents, elle s'autorise de nouveaux cercles d'amis. Ensuite, Emma se sent prête à parler à sa mère et à sa sœur à la fois de son homosexualité et de ses agressions. Elle concède en fait qu'on prenne soin d'elle. Elle quitte sa compagne avec qui elle ne partageait que des affres affectives. Elle s'engage dans une autre relation où le désir de construire ensemble renaît. Elle sort de son errance subjective et entrevoit un horizon d'avenir en voulant devenir assistante sociale. Elle donne à l'excès de son désir de revanche le destin d'aider d'autres à s'en sortir mieux. Cette situation montre combien il n'y a pas à laisser de jeunes gens seuls et privés de leurs droits, de leur recours. Aurait-elle été si démunie si elle avait bénéficié d'emblée d'interlocuteurs plus informés et formés ? Ainsi, je vais maintenant parler de Suzanne, beaucoup mieux soutenue et informée par l'école, l'éducation, l'accès à la culture. Suzanne a 14 ans. Elle vient me rencontrer toute seule à mon cabinet. Elle m'explique avoir une connaissance approfondie de l'institution psychiatrique, ambulatoire et des psys en général. C'est ainsi qu'elle se fait confiance pour choisir un nouvel interlocuteur, pour interroger en profondeur ce qu'elle a commencé à toucher du doigt. Elle ne compte pas sur ses parents pour choisir à sa place. Elle qui les a incités, elle-même, sous l'effet d'une prise en charge en CMP, à suivre avec elle une thérapie familiale. Aussi me décrit-elle, avec rigueur, un syndrome dissociatif où elle est de temps à autre submergée par de la déréalisation. Elle est comme séparée d'elle-même. Dès que des contenus sexuels lui viennent de discussions de son entourage, de diffusion d'informations dans les médias, elle revient comme un aimant à ce qui a fait traumatisme pour elle. Parfois, elle est aussi submergée par la colère. Suzanne a réalisé il y a quelques mois que son grand-père n'était pas comme il aurait dû l'être avec elle. Il était aussi son professeur de piano. À cette occasion, il abusait d'elle, ce dont elle s'est rendue compte plus tard, trop tard, selon elle, pour ne pas avoir été, à cause de ça, durablement ravagée. C'est dans l'après-coup de premiers mots posés sur la sexualité à l'école qu'elle s'est remémorée des scènes qu'elle a réinterprétées ensuite. Elle s'est souvenue des attouchements que son grand-père pratiquait sur elle sous couvert de prendre soin de son corps, de sa posture, de son bien-être, devant l'instrument de musique lui servant d'instrument d'abus. C'est pour la cajoler, lui signifier son amour, qu'elle réussisse dans la musique, qu'il en faisait beaucoup, qu'il s'impliquait,
qu'elle en faisait tout autant pour ne pas le décevoir. Elle restait sur ses genoux, persuadée qu'un lien d'amour de la transmission les unissait. Suzanne s'en veut aujourd'hui de la confiance qu'elle lui avait accordée. Elle ne voyait pas clair la subversion de cet homme qu'elle aimait comme un père, mais dont rien dans l'attitude ne visait à son émancipation. Il a induit un malentendu qu'elle a compris si tard qu'elle s'est ensuite sentie trahie. Elle a entendu un besoin d'amour chez lui, qui la concernait elle, et qu'elle a conjuré par de l'angoisse. Cette angoisse a été majorée par son repli dans le silence, plutôt que de parler, ne sachant d'abord pas formuler les raisons de son mal-être en sa présence. Ses émotions sont devenues si vives qu'elle a développé des phobies sociales, lui octroyant en réalité le bénéfice secondaire de ne plus se rendre chez ses grands-parents. La révélation a détonné ensuite en famille. Les uns l'ont soutenue, d'autres ont été paralysés. Aujourd'hui, elle attend de ses parents de l'amour essentiellement, car ses droits, elle les connaît. Elle a déposé une plainte toute seule. Maintenant, à eux de la soutenir. En effet, brillante à l'école, Suzanne peine dorénavant à se concentrer. Elle revit sans cesse des flashbacks. Afin de mieux comprendre, elle s'est documentée sur l'inceste dans des livres académiques, sur des sites internet médicaux, à l'occasion de témoignages d'autres jeunes filles ayant subi la même chose. Elle a cherché à comprendre les effets du traumatisme infantile lorsque l'enfant exprime un besoin d'amour ou de tendresse et que l'adulte y répond par un langage sexuel. Cette confusion crée un choc psychique, car l'enfant n'est pas apte à saisir les enjeux de cette confusion des langues, comme l'expliquait Ferenczi. Elle aussi s'est culpabilisée, croyant être complice. Aujourd'hui, Suzanne attend de ses parents qu'ils l'accompagnent à l'élaboration plutôt que de la presser aux résultats scolaires. Cela revient, selon elle, à invalider sa démarche d'élaboration et de reconstruction. Il y a là à insister vraiment sur l'importance de l'empathie, aussi dans la thérapie, à contrario d'une neutralité froide, pour faciliter la formulation de l'indicible. Notre fonction de psy est de se faire l'interprète de la discorde des langages, y compris avec les parents quand c'est nécessaire. Connaître théoriquement les enjeux de la séduction d'un enfant par un adulte n'empêche pourtant pas Suzanne d'être traversée par des moments d'abattement, des pensées suicidaires, des moments où elle se revigore par alternance sans qu'elle sache toujours comment elle oscille d'un état à l'autre. Sa rage de ne pas pouvoir revenir en arrière se retourne contre elle-même en profond désespoir. Elle apprivoise ses sautes d'humeur, parfois par des fuites en avant, où elle sait que le désir de vivre finit par renaître. Elle devient le symptôme de sa famille, justifiant des thérapies familiales où les parents sont invités à prendre une parole qu'ils n'ont en fait jamais prise. Pourquoi parler de ce grand-père dont on pourrait le protéger de son talent de pianiste ? Pourquoi faire cas des crises d'une jeune fille qu'on pourrait penser relatives à son adolescence ? Pourquoi tant parler lorsque travailler à l'école suffirait à tourner la page, restaurer l'image de soi, s'émanciper dans un avenir plus radieux ? Parfois, la réussite scolaire a l'effet pervers d'obturer l'accès aux soins. Si les résultats scolaires sont bons, on considère qu'il n'y a pas de problème. Or, Suzanne demande à être soutenue. La reconnaissance de ses troubles post-traumatiques à l'école lui permet de bénéficier d'un aménagement. Les jours où elle est dominée par l'angoisse, elle est exemptée de cours. Forcer l'oubli nécessite d'être coupée des autres. Souvent. Or, Suzanne refuse. En dehors de l'école, elle change plutôt d'amis et d'activités extrascolaires. Elle a hâte de changer d'école et de se projeter dans un avenir professionnel ou s'épanouir dans la prévention. Dans sa quête d'émancipation, elle a choisi d'avoir une première relation sexuelle avec un homme qu'elle considère comme un ami. Elle précise ne pas vouloir rester figée dans une orientation. Quoi qu'il en soit, elle se défend de tout attachement amoureux dans un premier temps dans le cadre d'une relation sexuelle. Maintenant, je vais vous parler d'autres parcours de jeunes gens émaillés de trauma qu'on réalise traumatiques un peu tardivement. Alors, Evan, il a 15 ans. Il vient me consulter pour des difficultés qu'il qualifie de façon un peu galvaudée de confiance en lui. Il vit de pénibles réflexions identitaires. Parfois, il se demande s'il va changer de sexe en concédant que cette métamorphose serait une vaine solution à des problèmes
plus douloureux. Il se sent non-binaire, dit-il, et souffre surtout de se sentir en désaccord avec son allure corporelle depuis qu'il a vécu des violences genrées. Il a été impacté lorsqu'il était enfant de commentaires méprisants à l'égard de son apparence peu virile et de son attitude qui ne l'était pas davantage. Il cultive une apparence physique, un style vestimentaire raffiné, androgyne. Il a été mis de côté, dénigré parce qu'on lui reprochait d'être efféminé, doué en classe, intéressé par la poésie, l'art, la littérature. C'était dans un collège rural où son style et sa culture familiale, dit-il, progressiste sur les questions sociales, tranchaient avec la culture locale qu'il qualifie de conservatrice. Il s'est toujours senti proche des filles, là-bas, car il trouvait les garçons brutaux et mesquins. C'est pourtant les garçons qu'il aime. Il a eu une relation sexuelle avec son seul ami, puis ce dernier a changé de collège. Isolé dans sa classe, Evan a cherché à renouveler son entourage et sa sexualité en utilisant des applications de rencontres un peu connues maintenant, comme Grindr. Il fuyait son mal-être dans des rencontres compulsives en essayant des produits à fort impact addictif. Le chemsex correspond à des pratiques sexuelles compulsives sous l'effet de prise de catinone, de puissants stimulants. Les usagers se désinhibent dans des rencontres anonymes après avoir pris contact le plus souvent sur des applications géolocalisées. Ils libèrent leur sexualité dans un cadre qu'ils estiment sécurisant, émancipateur, choisi. Nombre d'entre eux réalisent en fait compenser un rejet parfois internalisé de leur homosexualité ou le fait d'avoir été abusés. Comme beaucoup d'autres, Evan décrit l'usage de relations de plus en plus déshumanisées au fur et à mesure. Il rejoue à son insu une forme de relation de sujet-objet où il se sent dégradé. Il pense s'humilier comme il l'a déjà été par le passé. L'enjeu de la thérapie avec Evan est de favoriser un retour à soi, de subjectiver les traumas, de restaurer l'amour de soi. Car Evan a grandi et d'ailleurs très élancé maintenant, mais il se sent difforme, gras, disgracieux. Il craint les regards de ses camarades de classe sur son corps. Il évite le sport, où il dévoilerait son manque de virilité, et érige en situation phobique tout voyage scolaire où il pourrait devoir se présenter en maillot de bain. Evan pense que ses traits efféminés sont à l'origine des rejets qu'il a subis. Il a internalisé la haine qu'on lui vouait et veut se changer pour devenir, je cite, présentable. Il recourt à de brefs épisodes d'anorexie, s'infligeant la faim pour se punir de ne pas être à la hauteur et disparaître du regard de l'autre. En même temps, il regarde les performances que d'autres exhibent de leurs séances de musculation. Instagram l'oppresse, mais il ne peut s'empêcher de scroller. Les violences genrées amènent certaines victimes à se demander si elles ont induit les mauvais traitements qui leur ont été infligés. À l'instar des enfants maltraités en famille, c'est une tentative désespérée de reprendre le cours de leur existence qui leur échappe et de restaurer dans la douleur une illusion de contrôle. Une autre réponse est le recours aux conduites à risque. C'est la séparation des parents d'Evan qui lui fournira finalement l'occasion de rejoindre celui des deux qui lui permet de changer d'établissement qu'il qualifie de plus hétérogène, ouvert, cosmopolite. Il y retrouve un sentiment de sécurité en n'étant tout simplement pas stigmatisé. Mais il lui reste un long travail à faire pour rétablir sa confiance en lui. Maintenant, Evan se demande toujours s'il va transitionner. Il évite les rencontres sexuelles compulsives, en tout cas sur Grindr, et préfère envisager pour le moment une relation amoureuse. Il souhaite aussi s'inscrire dans des activités avec des personnes plus proches de lui en termes de valeurs. Ici, la lutte contre la discrimination est salutaire, aussi si elle ne sature pas ses réflexions identitaires en remaniement constant par l'élaboration de ses traumas. Pour introduire ma 4e vignette clinique courte, je préciserai que nombre de jeunes hommes viennent avec des demandes contradictoires. D'un côté, tenir compte des transformations sociétales actuelles, du respect de la dignité des femmes, des luttes pour l'égalité. D'un autre, la compulsion à avoir des comportements qu'ils qualifient eux-mêmes de dégradants envers elles. Comme si consciemment ils adhéraient à un discours qu'inconsciemment leurs fantasmes contestent. Parfois ils agissent ces fantasmes par retour d'un refoulé traumatique. Même si ultérieurement dans la journée, un intervenant vous parlera de pornographie, si j'ai bien compris, je ferai maintenant une brève introduction sur le sujet, surtout pour montrer combien l'école a là aussi un rôle à jouer. Alors Mathieu a 17 ans. Il est en terminale lorsqu'il vient me voir.
C'est de sexualité dont il veut me parler et de ses choix amoureux qui l'incommodent. Il est éperdument amoureux d'une femme bisexuelle présentant une nette préférence pour les femmes. Il est aussi très documenté sur les inégalités de genre. Elle est aussi très documentée sur les inégalités de genre, militante même, au point qu'elle apporte de nombreuses informations à l'enseignante qu'ils ont en commun lorsqu'elle applique son programme d'alors sur la vie relationnelle et sexuelle. Mathieu admire le tempérament de cette femme qu'il pense expérimentée, avisée, intelligente. Il se sent d'autant plus démuni avec elle qu'il n'a jamais eu de relation amoureuse ou sexuelle, qu'il n'a jamais vraiment pensé les relations. C'est dans l'après-coup de la découverte de l'éveil des autres qu'il interroge ses pratiques masturbatoires devant des sites de, je cite, porno trash. Il éprouve de la honte à réaliser combien les femmes y sont objectalisées, brutalisées, humiliées. C'est mal à l'aise qu'il se rend compte que ça pourrait être autrement, bien qu'il le savait quelque part. Il n'a pas toujours été sur ces sites extrêmes. C'est dans l'enfance qu'il situe le début de son expérimentation de la violence. En réalité, petit, déjà, il était très admiratif des filles, plus âgé que lui, ayant des choses à lui apprendre. Il s'est fait rejeter, ostraciser, mépriser, parce qu'il était plus jeune, avait l'air d'un geek, me dit-il. Il s'est encore plus replié dans les jeux vidéo. Et il a nourri une anxiété sociale où, à l'école, il n'apparaissait pas plus séduisant pour ses copines de classe. Il est passé inaperçu, mal habillé, vêtu par sa mère, me dit-il, au goût trop classique, et introduit à la masculinité par un père, je cite, absent, jouant au gros dur, mais profondément lâche. Il a découvert avec des garçons de son âge la pornographie, puis le porno trash, où il traverse les fantasmes de dominer, soumettre, violenter. Il essaye d'arrêter pour pouvoir se supporter, me dit-il. De plus en plus à l'aise ensuite avec lui-même, il se met à plaire aux femmes. Il débute une relation avec une fille de son âge, dépourvue d'expérience sexuelle effective comme lui. Il a senti son agressivité refoulée revenir lorsqu'il s'est rendu compte, après qu'elle s'en soit plainte, qu'il était brutal. Il remarque ne pas pouvoir éprouver de respect facilement avec une femme avec qui il entretient un rapport sexuel. C'est un profond travail sur la relation à l'autre qu'il poursuit. Il insiste à ne plus avoir de relation avec sa copine, de peur de mal la traiter. Il veut une relation amicale avec elle et s'abstenir de toute sexualité, le temps d'approfondir son travail sur lui-même. Il réalise ne plus supporter les traits qu'il a de commun avec son père. Il s'identifie peu à peu davantage à sa mère, comme pour découvrir, je cite, une sensibilité excessive qui lui est inconnue. Puis il cherche peu à peu sa voie, la sienne en réalité, celle d'une nouvelle masculinité. Il s'inscrit en sociologie et veut travailler dans de grandes organisations pour lutter contre les inégalités. C'est par la sublimation, à ce moment-là, qu'il se réconcilie avec lui-même et tente de se dédommager de ses fantasmes de domination. Pour conclure maintenant, nous pouvons le voir, régulièrement nous sommes parfois inquiets ou confiants, selon les situations, à l'égard de la manière dont les adolescents modifient les codes des relations affectives, sociales ou sexuelles. Ils innovent et laissent pantois nombre de leurs parents non préparés à la pléthore de nouvelles modalités de relations, de rencontres, de pratiques. Le choc générationnel auquel on assiste aujourd'hui est à la fois redondant. Quelle génération n'a pas bousculé l'autre, mais celle-ci a des moyens qui démultiplient les effets de ce qu'elle produit. Internet, les applis, l'IA parcourent le globe à une vitesse inédite. À quoi cela leur sert-il que nous soyons inquiets ou confiants au fond ? Alors je dirais que comme le programme de l'éducation nationale le conçoit, ce n'est pas tant du contenu que nous avons à leur transmettre, même si ça en fait partie. En réalité, le contenu, notamment de l'accès à l'égalité des genres, à la dignité des orientations sexuelles, à la non-discrimination des nouvelles identités, nombre d'entre eux s'étaient déjà documentés dessus. D'autres, en revanche, n'y sont pas du tout introduits, voire en sont détournés lorsqu'ils consultent des sites porno, des contenus masculinistes, ou qu'ils vivent dans des environnements où le consentement est une notion ignorée. Nos enfants, adolescents, sont le reflet de leur lecture, des cultures dans lesquelles ils évoluent. Ce que ce programme a à leur transmettre, de même que tous les adultes susceptibles d'être des modèles identificatoires, les enseignants, les parents, les accompagnants, les éducateurs, les personnels soignants, est ce qui lui est transversal, le respect de soi-même et de l'autre, ensemble, le droit à la dignité et à la singularité dans le collectif, la responsabilité citoyenne de lutter contre les inégalités,
de défendre les individus, les communautés, en cela, en fait, les principes républicains. La famille est le premier cercle social où s'apprend la vie affective, l'école le premier lieu de socialisation exogame, si l'on peut dire. Les deux ont des rôles complémentaires à jouer pour permettre à un enfant, à un adolescent de se construire. Comme hélas, tout le monde n'a pas le même accès à l'éducation en famille ou à l'école, que des programmes donnent ainsi des leviers de réflexion et d'action aux plus démunis, est une avancée considérable et salutaire, si bien sûr on donne les moyens de l'appliquer sans donner de signes contradictoires, en ne protégeant pas, par exemple, les enfants qui demandent de l'aide. Voilà, je vous remercie, je vais conclure par ces mots. Merci beaucoup. Peut-être si vous avez des questions à poser, une très belle intervention. Oui, monsieur là-bas. Je vais vous poser une question par rapport à la première vignette unique sur la différence que vous faites qu'on peut faire entre la honte et la culpabilité. Est-ce qu'il est plus facile de réparer la honte ou facile de réparer la culpabilité ? Alors, ce qui est plus facile dans les contextes traumatiques, c'est vrai que je me suis beaucoup appesantie sur les contextes traumatiques, c'est de déculpabiliser la victime, dans un premier temps, de l'agression qu'elle a subie. En déculpabilisant la victime de l'agression qu'elle a subie, on restitue la responsabilité à l'agresseur. La honte, en général, s'estompe d'elle-même. Honte et culpabilité ne relèvent pas tout à fait du même mécanisme. La culpabilité, c'est de se sentir plus coupable vis-à-vis de la transgression d'un interdit. La honte est une forme de dévalorisation de soi vis-à-vis d'une image idéalisée qu'on a de soi-même. Dans les cas d'agression sexuelle, c'est les deux qui sont profondément impactés, mais c'est toujours par le soutien apporté à la victime qu'on peut désamorcer les deux. Pour ce qui est de la honte et de la culpabilité en famille, il est récurrent que les adolescents en parlent beaucoup plus facilement à l'extérieur, et ça c'est finalement normal puisque c'est plus facile d'en parler à des tiers que là où les relations affectives naissent. Et c'est pour ça, même dans les cas pas traumatiques, que c'est intéressant que l'école, que des tiers, que des éducateurs, des psys prennent le relais de ce genre de questions liées à la sexualité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il me semblait que la honte, c'était beaucoup plus difficile à réparer parce qu'à l'image de l'autre, il y avait quelque chose de social dans l'image. Ah, ça, c'est une excellente question que vous posez. La culpabilité, effectivement, ressentie en soi-même et la culpabilité projetée aussi sur le regard de l'autre, qui peut être gravement accentué si le social redouble la honte en accablant les victimes. C'est bien pour ça que tout ce programme dont on parle aujourd'hui est capital. C'est-à-dire qu'il s'agit de délester de la culpabilité d'avoir vécu une agression, de la honte vis-à-vis du regard de l'autre, mais si le social, l'école, la police, toutes les institutions en fait ne jouent pas le jeu, une victime ne s'en sortira pas. Merci. La culpabilité est renforcée en effet, parce que c'est-à-dire que lorsqu'une victime d'agression, de viol, enfin de quelque chose de profondément traumatique n'arrive pas à imputer la responsabilité à l'agresseur, elle la porte automatiquement. Elle sait que quelque chose s'est passé de très grave. Elle le sent dans son corps, dans son psychisme, sous la forme de différentes manifestations cliniques. Si elle n'admet pas que son agresseur y est pour quelque chose, automatiquement, elles se sont responsables d'avoir induit les mauvais traitements qui l'ont mis dans cet état. C'est pour ça qu'il y a aussi un gros travail à faire, y compris dans la prise en charge psychothérapique,
lorsque certains psys peuvent parfois aussi surresponsabiliser la victime de ce qu'elle a subi. Il y a quand même une part non négligeable de l'environnement dans ce qui s'est passé lorsqu'il y a une agression, et c'est essentiel de souligner cette part de culpabilité pour que ce ne soit pas la victime qui la porte, y compris dans toutes les formes d'institutions et dans l'espace thérapeutique aussi. Je suis là pour vous parler de la sexualité chez les adolescents. Et comme vous l'avez entendu, Laure a très largement commencé à poser les jalons solides de ce dont je vais moi aussi vous parler. Je vous présente mes excuses pour les redites éventuelles. Alors j'ai décidé moi de prendre les choses par un biais un peu différent. Enfin un peu différent, vous verrez, hein, tout se recoupe évidemment. Mais je vais tenter de répondre à la question « Qu'est-ce qui fait différence, distinction, particularité de l'adolescence aujourd'hui ?» Qu'est-ce qui fait que les adolescents aujourd'hui sont différents des adolescents que nous avons été, surtout pour ceux qui, comme moi, appartiennent à une génération qui devient maintenant très datée, très ancienne. Et qu'est-ce qui, en finalement si peu de temps, a été tellement bouleversé ? Alors, on le voit tous, on le sait, les 50 dernières années ont vu plus de bouleversements technologiques que l'humanité n'en a vu depuis son émergence. Et ce bouleversement, cette accélération, a aussi engendré des bouleversements psychiques assez notables et significatifs. Et l'adolescence, bien entendu, est elle aussi une période lourdement, massivement touchée, impactée, modifiée, bouleversée par ces questions-là. Tout en gardant, bien évidemment, les particularités structurelles et développementales qui lui sont propres. Alors, l'adolescence est une période de bouleversement majeur. Laure vous en a parlé, le corps se transforme, le regard des autres devient essentiel, et la question, enfin, du désir s'impose avec violence. C'est aussi un moment où, enfin, on cherche à se séparer des parents, des figures tutélaires. On cherche à comprendre qui l'on est, on cherche à comprendre qui on aime, et on cherche aussi à se faire aimer. Mais se faire aimer d'autres figures que les figures parentales. Aujourd'hui, ces interrogations, qui sont des interrogations, disons, ancestrales, anciennes, classiques, se déploient dans un contexte nouveau. Celui d'une société plus ouverte aux différences, mais aussi, de ce fait, traversée par des débats intenses, des débats autour du genre, de ce qu'on appelle aussi le wokisme, et de la visibilité des identités sexuelles. Alors, d'un côté, évidemment, la psychanalyse nous enseigne que la sexualité est un processus psychique complexe, un processus enraciné dans l'inconscient, et de l'autre, notre société contemporaine qui valorise l'expression de soi, l'affirmation identitaire, va proposer finalement une forme de réaménagement des structurations psychiques de l'adolescence entre ces deux pôles, à savoir comment l'adolescent construit-il aujourd'hui son identité sexuelle entre désir inconscient et discours social. Et il va se situer où ? En sachant que ce qui spécifie notre époque est la force, la violence, l'insistance, l'effraction de ce qu'est le discours social pour les adolescents. Alors, évidemment, le discours social et la pression sociale est d'autant plus importante qu'elle est marquée aujourd'hui par l'émergence et la soumission, d'une certaine façon, à la question des réseaux sociaux. La sexualité des adolescents est extraordinairement médiatisée par la question de l'image. L'image des autres sur les réseaux, l'image de soi sur les réseaux, l'hypersexualisation
dans la monstration sur les réseaux et tout ce que les réseaux viennent proposer. Laure vous a parlé du revenge porn, mais globalement, tout ce qui va médiatiser l'évolution, l'accomplissement, la structuration psychique de l'adolescent aujourd'hui va être médiatisé par l'image. Et c'est en ça que notre société contemporaine propose quelque chose, hélas, d'autant plus confusionnant pour nos adolescents que l'appropriation à soi passe d'abord et avant tout par l'image de soi. C'est ce qui a amené des psychanalystes comme Charles Melman à évoquer une société du narcissisme. C'est la raison pour laquelle beaucoup de psychanalystes ont travaillé sur l'idée d'une société exclusivement de l'image et d'une structuration d'un nouvel homme qui est vidé de son essence. Et au détour de la question adolescente, je vais vous pointer du doigt pourquoi. Qui se vide de lui-même, se vide d'un processus qui normalement s'observe à l'adolescence, qui est le processus de subjectivation. Autrement dit, comment est-ce qu'on devient sujet pour soi, par soi, au profit non pas d'une subjectivation, mais d'une appropriation identitaire d'image de soi. Alors, ça dit pas du tout les mêmes choses. Et dans une société wokiste, qui est la nôtre aujourd'hui, eh bien, ça ne propose pas du tout, les mêmes accès à la question de la sexualité pour les adolescents. Mais je ne vais pas anticiper sur la fin et sur ma conclusion, donc je vous redis ça tout à l'heure. Aujourd'hui, globalement, la sexualité des adolescents est marquée par une hyper-information. Les adolescents grandissent dans un contexte où l'accès à l'information est non seulement massif, mais immédiat. Évidemment via Internet, via les réseaux sociaux et la pornographie en ligne, dont je vous parlerai plus précisément. Alors, à la fois, on peut se réjouir que ça propose une meilleure connaissance du corps, que dans l'absolu, ça devrait alerter sur la question du consentement et ça normalise une forme de diversité des orientations. Mais ça peut aussi créer, et c'est ce qu'on observe, à la fois des attentes irréalistes, des comparaisons anxiogènes, des confusions entre ce qu'on peut appeler sexualité médiatisée, la sexualité de l'image, par un média, quel qu'il soit, et la sexualité réelle. En réalité, les adolescents sont assommés d'informations à caractère sexuel et bizarrement, aucune parole n'est posée sur la sexualité. Le grand paradoxe aujourd'hui, il est là. Il est que plus les ados sont confrontés très tôt, à des images sexuelles, je vous donne quand même quelques chiffres, même si, comme vous le savez, les psychanalystes n'aiment pas beaucoup les chiffres et les normes, mais c'est important pour réfléchir. La grande majorité des adolescents a été confrontée à des images pornographiques depuis l'âge de 10 ans. Voilà. Alors attendez, j'avais des chiffres. Bon, on les retrouvera après. La grande majorité, on évalue à plus d'une moitié des adolescents entre 14 et 16 ans qui regardent régulièrement des contenus à caractère pornographique. Vous voyez donc que la question de l'accès à la sexualité, elle est énorme, elle est presque immédiate. Ils ont tous accès au contenu sexuel. Et pour autant, les adultes autour des adolescents, aujourd'hui, ne parlent plus de sexualité. Il y a eu, selon moi, et je vais revenir après sur la question de la pornographie et de l'incidence de la pornographie dans la construction identitaire des ados, mais avant cet accès massif, il était du rôle des parents, de la famille, des aînés, de mettre en garde, d'abord en garde contre
la grossesse, éventuellement les maladies sexuellement transmissibles. Les parents parlaient aux enfants. Les premières règles pour les filles, la puberté pour les garçons, étaient dans la plupart des familles, bien souvent, l'occasion d'avoir une discussion, qui était une discussion, oui, pas dans toutes les familles, évidemment, mais disons qu'il y avait une parole, qui était une parole qui circulait dans le registre de l'intime. Et la sexualité appartenait au registre de l'intime. Aujourd'hui, la sexualité a déserté le champ de l'intime pour être appropriée par le champ public. La parole est posée par l'école, la parole est posée par l'institution, la parole est posée par des référents, par des programmes scolaires, par un programme qui s'appelle EVARS, dont je vous parlerai peut-être. À l'intérieur de ce programme-là, les enfants ont 3 séances d'initiation, à la fois à la sexualité, à la question relationnelle, aux questions du consentement, etc., etc. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'apprentissage de ce problème scolaire. Et c'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a une forme de déplacement et que l'enseignement autour de la sexualité, la transmission, qui auparavant était de l'ordre de la filiation. Une grand-mère ou une mère informait sa petite fille ou sa fille des questions sexuelles. Aujourd'hui, les familles s'en détournent. Alors on peut se demander pourquoi. Ce qui évidemment ne veut pas dire que toutes les familles s'en détournent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune parole posée sur la sexualité, mais ça veut dire, je crois, qu'il y a quelque chose qui va trop vite. Et que dans ce décalage générationnel, les adolescents d'aujourd'hui sont beaucoup trop différents de leurs parents et encore plus de leurs grands-parents. Finalement, il faudrait aujourd'hui penser à parler sexualité aux enfants avant l'âge de 10 ans. Mais à 10 ans, ils sont prépubères. Et ça vous ramène à cette question que Laure a évoquée, qui est la question de la confrontation aux images sexuelles et souvent à la pornographie, bien avant la puberté. Il y a donc, dans l'ordre développemental de l'enfant, une inversion, un bouleversement, quelque chose d'un mouvement qui s'accélère tellement que finalement, les parents n'ont même plus le temps de réaliser comme ils le faisaient auparavant, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait référence aux premières règles, à la puberté, probablement aux premières érections, ce qui était repérable dans l'espace. Mais la confrontation au sexuel et à la sexualité est aujourd'hui très largement préalable à au bouleversement corporel. Et ça, voyez-vous, ça fait que les parents, sont largués parce que tout va trop vite et qu'avant même que l'enfant soit en mesure d'accueillir corporellement quelque chose du sexuel, il y est confronté visuellement et bien évidemment psychiquement. Alors, on peut quand même se demander, mais qu'est-ce que ça fait finalement que les ados ou les jeunes enfants soient confrontés à la pornographie ? Eh bien, la confrontation précoce à la pornographie entraîne un énorme malaise du désir, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Et ça pose des enjeux éducatifs très compliqués. Parce que la confrontation massive et précoce, très précoce, je vous l'ai dit, vient opérer comme une première école du sexe. La première école, toute première école de la sexualité pour les enfants aujourd'hui, c'est le porno. Alors, voilà mes chiffres. En France, selon les enquêtes de l'ARCOM, près de 60% des garçons
et 40% des filles de 13 à 14 ans ont déjà vu des contenus pornographiques. L'âge moyen du premier visionnage est aujourd'hui autour de 11 ans et souvent de manière accidentelle. Cette exposition précoce est liée à l'accès illimité via les smartphones et aux réseaux sociaux, X, Tweet, etc., où circulent des images explicites ou implicites. La pornographie, aujourd'hui, et c'est ce que je vous disais, va précéder le réel. Elle va précéder le réel de l'enfant, le réel de son propre bouleversement. Cette précocité-là, qui vient désormais proposer une sexualité réelle, crue, trop tôt, eh bien va façonner les premières représentations du désir avant même l'expérience charnelle ou affective, corporelle, pulsionnelle de celle-ci en tant que sexualité génitale. Ben ça fait du grabuge. Ça fait du sacré grabuge. Alors, pour la psychanalyse, le désir, je vais rester très très schématique, hein. Le désir, ça se construit autour d'un manque, d'une absence, d'une attente. Globalement, le désir se construit à partir d'une forme de tension symbolique entre soi et l'autre. Ok ? Bon, vous le savez tous, j'imagine. Or, la pornographie, elle, va proposer une satisfaction instantanée, immédiate, sans attente, mais surtout sans temporalité fantasmatique. Ce qui vient se jouer dans la construction du désir, c'est aussi et surtout la construction du fantasme. Et pour saisir les choses un peu simplement, nous avons tous fait l'expérience d'ardemment désirer ce que nous devons attendre. Et plus nous attendons, et plus nous désirons. Plus l'objet est difficile à saisir, l'objet, on espère le sujet, est difficile dans la rencontre, quelque chose dans l'altérité. Et vous allez voir que ce qui disparaît dans cette affaire-là, chez les adolescents aujourd'hui, c'est toute la question de l'altérité, mais j'y viens. Alors, la satisfaction immédiate de l'accès au porno, qui se construit sans attente, et donc sans désir, parfois sans fantasme, et donc un accès qui se fait sans altérité. Bon, c'est pas très compliqué de le comprendre. Dans le porno, il n'y a pas d'autre. C'est essentiellement masturbatoire. C'est un rapport de l'adolescent à lui-même. Et l'autre du lien est évacué. Mais c'est pas simplement l'autre du lien en tant que présence dans l'espace physique sexuel. C'est aussi l'autre du lien psychique qui ne se crée pas, ou plus difficilement. Alors, le porno, en donnant tout à voir, tue le désir, tue le mystère, tue la curiosité, ce qui fait que le désir s'épuise avant même d'être né. C'est à ça que sont confrontés nos ados aujourd'hui. Et par là même, vous comprenez très facilement que puisqu'il n'est question que de soi, dans un rapport masturbatoire à la question des écrans, des images, de ce qui est mis en scène sur les réseaux, du rapport au porno, eh bien, ce qui se joue dans la sexualité de plus en plus n'est autre que le narcissisme et non plus la rencontre avec l'altérité. 5 minutes. Ok, voilà, j'accélère. Alors, cette confusion entre excitation et désir, cette immédiate satisfaction ne permet pas de penser la relation.
L'identification à des modèles de surcroît irréalistes vient créer des inhibitions, des angoisses, des peurs terribles de la performance chez les ados et vient doublement accentuer cette angoisse de l'altérité, de la rencontre avec un autre différent de soi. La question de la curiosité sexuelle, elle est naturelle. Mais quand il n'y a plus d'adultes capables de poser des mots sur ces images, là, on est dans une pornographie qui devient traumatique, parce qu'elle confronte le jeune à une réalité qu'il ne peut pas intégrer psychiquement. Alors, concrètement, ça donne quoi ? Ça donne une immense banalisation de la violence dans les relations sexuelles. Parce que les contenus pornographiques véhiculent des images très violentes. Et je ne vais pas vous présenter mon cas clinique parce que Joseph vient de me dire qu'il faut que j'abrège. Donc je vais faire court. Il y a un phénomène qu'au début j'ai attribué à mon fruit du hasard. J'ai reçu plusieurs adolescentes. Moi, je travaille beaucoup avec des ados. Et j'ai reçu beaucoup d'adolescentes qui avaient subi exactement la même agression sexuelle. Alors, l'agression sexuelle était de les attraper par les cheveux et de les forcer à accomplir une fellation pour le petit ami du moment. Parenthèse, la plupart des adolescentes depuis ces dernières années que je reçois au cabinet ont quasiment toutes, vous entendez bien, quasiment toutes fait leur première expérience sexuelle avec une autre fille. Ce qui nous questionne. Hein. Évidemment, l'homosexualité est tout aussi normale que l'hétérosexualité. Mais une société où l'hétérosexualité deviendrait la norme nous interroge. Je ne suis contre rien, j'interroge. Ce sera peut-être le sujet d'une autre intervention. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces adolescentes font l'expérience d'être attrapées par les cheveux et sommées de pratiquer une fellation? Je vous parle d'adolescents qui ont 15 ans, 14 ans, parfois plus jeunes. Il se passe quoi? D'abord, il y a une très grande confusion. Les garçons ne se rendent pas compte de la violence de leur gestuelle. Ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est le geste très précis qu'ils ont vu répété à de très nombreuses reprises dans les pornos qu'ils ont vus. Quant aux jeunes filles, la pression sociale est telle qu'elles ont la trouille de dire qu'elles n'ont pas voulu. En général, elles s'exécutent pour des tonnes de raisons. Bref, tout cela, il faut que je tienne le temps pour que Joseph soit content. La confrontation à la pornographie véhicule l'idée d'une domination masculine où le corps féminin ne devient qu'objet. Les jeunes spectateurs, surtout les garçons, intègrent ces modèles comme devenant des normes du rapport sexuel. Les adolescents peuvent intérioriser une pression liée à la performance, à la conformité esthétique. Et on assiste de plus en plus à une angoisse de la virilité chez les garçons, beaucoup plus importante que par le passé. Des jeunes témoignent de leur addiction à la pornographie, d'une perte d'intérêt pour les relations réelles. Mais plus qu'une perte d'intérêt pour les relations réelles, je formule l'hypothèse qu'il y a de plus en plus une incapacité à construire un désir sans stimulation visuelle dans cette nouvelle génération. Le plaisir devient automatisé, il est pulsionnel, il s'agit d'une satisfaction de jouissance et en aucun cas d'un accès à un lien affectif, à une relation humaine et à une question qui reste tout de même essentielle et qu'on appelle l'amour. Voilà, je m'arrêterai là.
question? Oui. Bonjour. Nationale et j'ai une petite classe aussi. Et dans les classes, on a minimum 3 enfants qui visent l'inceste et qui ne disent rien. Si nous n'avons pas quelque chose qui vient étayer l'éducation sexuelle, l'éducation au corps, au respect, on n'avance pas. Moi, je suis une des seules instituts qui fait installer des boîtes de l'association des papillons, parce que moi, j'ai des élèves qui ne savent pas écrire, puisque je leur apprends à écrire. Donc, il faut bien qu'ils dessinent quelque chose pour alerter la maîtresse, alerter l'éducation nationale. Donc, et puis alors, au sujet de la sexualité, enfin, de la manière de parler de la sexualité des parents, excusez-moi, c'est une catastrophe. Là, ce dont vous parlez, c'est minoritaire, hein, les parents qui arrivent à parler sexualité avec leurs enfants. Alors, je suis évidemment entièrement d'accord avec vous. D'abord, les enseignants de la jeune enfance sont les premiers remparts. C'est les premiers à alerter. Parce qu'en général, vous avez un sens clinique qui est extraordinairement affiné et affûté. Je vais vous dire, moi je suis fâchée. Je suis fâchée ces derniers temps avec une modalité de mise en place. Vous allez voir, hein, c'est un tout petit peu à côté, mais vous allez comprendre. Je suis très fâchée contre la mise en place des animateurs de la ville de Paris et contre le fait de confier les très jeunes enfants à des gens qui n'ont pas de formation, dont on n'a jamais vérifié le casier judiciaire, qui viennent suppléer toutes les absences de gens comme vous, qui sont des gens diplômés, qui sont des professionnels de l'enfance, et qui sont, en général, et alors là je vais le dire, Joseph, tu m'excuseras de toutes les plaintes que tu vas recevoir à cause de moi, qui sont un tapis rouge et une porte d'accueil pour les prédateurs sexuels. Alors, aujourd'hui, l'école, qui était un rempart, qui était un lieu de récupération psychique, hein, qui était un endroit d'élaboration symbolique. Pour nous, les psychanalystes, c'est ça, ok ? Eh bien, aujourd'hui, l'école devient un lieu de danger par la mise en place, et on se demande bien comment ça a pu être fait comme ça, par qui ça a été proposé, des trucs pareils. Hein, c'est comme si vous installez une machine à jeu, d'accord, dans le couloir de la cafétéria et que vous vous étonnez que les seuls qui viennent boire un café toute la journée sont les addicts au jeu. C'est du même registre. Qui va aller en priorité s'occuper d'enfants sans formation à part les gens qui sont lourdement attirés par les enfants? Et les scandales, alors moi je suis dans un quartier très parisien, il n'y a pas une année où il n'y a pas un scandale dans une école de quartier. Alors école de quartier, c'est au sens large, hein. Et où on a des moniteurs de la ville de Paris qui commettent et qui bafouent les enfants. Alors tout ça, c'est un détour pour vous dire quoi, madame? Que, évidemment, que les enseignants sont les remparts, les seuls, les premiers. L'école est le lieu où, symboliquement, devrait pouvoir se déployer la parole. Or, aujourd'hui, l'école devient dangereuse. Je le dis et je l'assume. Et il faudrait impérativement modifier l'accueil des moniteurs de la ville de Paris sans sélection, sans formation et sans garantie que ces gens-là ne soient pas des agresseurs de jeunes enfants. Tant qu'on n'aura pas un ministère de l'enfance, ça n'avancera pas. Hein. Ou tant qu'on n'aura pas des ministres de l'Éducation nationale qui se succèdent et qui ont tous des prérequis étranges. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'intervenir. Donc, je suis avocat depuis une vingtaine d'années
Et il y a 5 ans, nous avons créé une association qui s'appelle AVIF et qui lutte contre les violences intrafamiliales. Et la particularité de notre association, c'est que nous mettons l'enfant au cœur de la problématique. Je suis d'autant plus ravie aujourd'hui d'intervenir que, effectivement, il s'agit d'un sujet brûlant. Il s'agit d'un sujet brûlant sociétal. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. Et effectivement, j'en parlerai un petit peu, bien sûr, sur l'aspect légal. Mais également, j'expliquerai l'impact du coup de la pornographie sur justement les différentes infractions dont nous constatons. Mais permettez-moi tout d'abord de vous dire que c'est en ce sens que je vous dis que la protection aujourd'hui de l'enfance est essentielle. Pourquoi ? Puisque nous touchons à ce que la société a de plus précieux et de plus vulnérable. Et surtout, ce qui est aussi pertinent dans le sujet que nous avons aujourd'hui, c'est que finalement, on ne peut pas décorréler des premiers émois amoureux, de cette découverte de la sexualité, des premiers désirs de nos adolescents. Et le droit, précisément, se trouve confronté aujourd'hui à ce paradoxe. Comment protéger sans enfermer ? Comment encadrer sans étouffer? Comment dire oui à la liberté et en dire non aux abus? Et c'est précisément de ce fragile équilibre dont nous allons parler aujourd'hui, et celui précisément entre protection légale des mineurs et la reconnaissance précisément des premiers émois amoureux. Alors, j'allais vous dire première chose, premier point qui me semble essentiel. Les juristes, nous aussi, on aime beaucoup les chiffres, même s'il faut les prendre dans une considération particulière. Mais pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est un sujet crucial de notre société, il me semble essentiel de parler et de revenir sur des chiffres assez alarmants. Vous dire qu'aujourd'hui, 1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles dans l'enfance. Je vous dis, près de 220 000 enfants sont concernés chaque année. 8 cas sur 10 sont commis par une personne connue de l'enfant. Et ce chiffre est extrêmement important et je vous demande de le retenir. Je vous parle de 13 ans en moyenne, entre les faits et la première révélation. 13 ans. 26 816 plaintes ont été déposées par an et ce chiffre aussi nous interpelle, 1117 condamnations seulement. Mais ce que peut-être vous savez moins, c'est que ce chiffre doit être associé à un autre chiffre. On vous a parlé d'enfants mineurs victimes, mais sachez aussi qu'il y a beaucoup d'enfants mineurs auteurs. Et ces chiffres vous donnent froid dans le dos. Je vous les partage. 1/3 des auteurs sont mineurs. 25% des auteurs de viol ont moins de 18 ans. 33% des auteurs d'agressions sexuelles sont mineurs. Et ces faits touchent toutes les classes sociales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 13 et 15 ans, en réalité, les violences dont nous parlons sont essentiellement intrafamiliales. Entre 16 et 17 ans, ces violences sont, et je vous permets de mettre entre guillemets, entre amis, partenaires. Et donc, dans la problématique que nous exposons aujourd'hui, doit être pris en considération également l'enfant qui est auteur de violences. Alors, avant d'aller plus loin sur ce sujet aussi pertinent que nous avons entendu aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel de revenir sur certains termes. On vous parle de viol, on vous parle d'agression sexuelle, mais savez-vous vraiment qu'est-ce que le viol? Alors je sais que certains d'entre vous connaissent, mais est-ce que vous savez qu'il y a une loi récente, la loi du 21 avril 2021, qui est venue basculer, bouleverser justement notre arsenal juridique. Et cette loi dont je vous parle précisément est venue redéfinir, en tout cas préciser qu'est-ce qu'on entend un viol. Viol, c'est toute pénétration, par tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit. Et ce qu'on vient rajouter aussi, c'est, ce que peut-être vous savez moins, c'est tout ce qui est bucco-génital. C'est-à-dire tout simplement tout ce qui est fellation. Ça fait partie de la définition du viol. Le viol est un crime, vous le savez bien. Et ce que vient préciser le texte, et là, c'est là aussi la difficulté en tant que l'avocat que je suis, et on verra après, on parlera de la preuve,
c'est ce que nous dit le texte, c'est qu'il est commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Tout à l'heure, et je reviendrai un petit peu sur notre arsenal juridique et vous préciser les quantums des peines, mais on verra que, heureusement, la société et du coup le législateur, la loi, a compris que ce sujet est crucial et on a modifié les textes aujourd'hui. Quand on parle d'agression sexuelle, qu'est-ce qu'on entend? C'est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. C'est-à-dire un rapport physique de nature sexuelle imposé à l'autre, mais cette fois-ci, il n'y a pas de pénétration. Quant à l'atteinte sexuelle, ici, c'est une agression sexuelle commise sans violence, contrainte, menace ni surprise. Et vous voyez que, volontairement, je redis ces mêmes termes dont nous verrons tout à l'heure l'ampleur et la portée. Autre point qui me semble essentiel, puisque on l'a dit précédemment et sur un aspect plus psychologique, c'est le consentement. Le consentement, finalement, c'est là le point central de notre discussion. Qu'est-ce qu'on entend par consentement? On parle de consentement libre et éclairé, et étonnamment, la loi ne donne pas une définition positive. Elle donne plutôt une définition négative, de démontrer que nous n'avons pas eu de consentement à l'acte. Et d'où la complexité, justement, de rapporter la preuve. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le dur métier qu'ont les magistrats, c'est de trancher, de savoir est-ce que dans le cas qui leur est soumis, finalement, est-ce qu'il y a l'infraction est-elle constituée, et surtout on va tenir compte à la fois des circonstances de l'acte et de la personnalité de l'auteur. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais m'interroger aussi sur le fait que l'auteur peut être un mineur. Et dans ce cas-là, les règles sont différentes. En tout cas, notre code l'a adapté en fonction de cette particularité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un jeune a moins de 13 ans, il y a une présomption de non-discernement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peine privative de liberté. Quand un jeune a entre 13 et 15 ans, la responsabilité pénale est atténuée, les peines sont réduites de moitié, on parle en droit d'excuse de minorité, c'est-à-dire si le jeune encourt une peine d'emprisonnement de 15 ans, finalement, il encourt une peine de 7 ans et demi. Entre 16 et 17 ans, c'est la possibilité d'être jugé comme majeur dans certaines hypothèses. Alors, vous avez bien compris que, au-delà de ça, c'est-à-dire quelle est la juridiction compétente. Donc, vous avez le tribunal pour enfants qui est compétent. En matière de crime, c'est le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle. Une des particularités dans notre arsenal juridique, c'est la question se pose lorsque l'adolescent a entre 16 et 18 ans. Et la loi considère que l'adolescent, en cas de crime, est renvoyé dans la cour d'assises des mineurs, composée de certains professionnels et également par un jury de 6 citoyens tirés au sort. Et cette fois-ci, l'excuse de minorité va pouvoir se poser, n'est pas systématique. Et surtout, la difficulté, on va en parler un petit peu plus loin, c'est que, et c'est là que je vous disais que la tâche des magistrats est compliquée, et nous aussi, en tant qu'avocats et praticiens du droit, c'est finalement de démontrer que l'auteur avait conscience des faits. Et quand on est jeune, est-ce qu'on a réellement conscience, finalement, de la gravité des faits qui lui sont reprochés? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dure tâche que nous avons en tant qu'avocats et magistrats, je ne suis pas magistrat, mais en tout cas, je connais un petit peu la difficulté des tribunaux, c'est de démontrer, je vous rappelle, les 3 éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en montrer un élément légal, c'est-à-dire que cette attitude est prévue et réprimée par les textes. Deuxième élément qui est essentiel, c'est les aspects matériels, c'est-à-dire que les faits qui sont reprochés tombent dans le coup de la loi. Et enfin, et c'est là, j'allais dire, la difficulté, ou en tout cas la démonstration qui peut être plus compliquée, c'est-à-dire notre élément moral, c'est-à-dire de démontrer finalement que l'auteur des faits avait conscience de la gravité des faits. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la gravité, quand on est un adolescent, on a 15 ans, 16 ans, est-ce que vraiment on sait que c'est grave? Et tout à l'heure, on l'a dit, et surtout quand l'éveil de la sexualité se fait par la pornographie, se fait par les réseaux sociaux, mais où est la normalité? Et quand nous accueillons des jeunes qui nous disent, finalement, je pensais que c'était normal, tous mes copains faisaient ça, en tout cas je pense.
il y a aussi un travail, et je vous en parlerai après, un travail pédagogique. La loi ne résout rien. La loi donne un cadre, une ligne rouge à ne pas franchir. Mais on a un travail éducatif. Et les magistrats l'ont compris. Donc quand on dit vous rentrerez en voie de condamnation, oui, le jeune finalement a compris. Mais une peine d'emprisonnement, dans le cas où c'est des jeunes adultes, est-ce que ça résout tout? La réponse est non. Et c'est pour ça que je vous dis quelles sont les sanctions qu'on peut imaginer. Alors, je vais vous faire un peu la liste à la Prévert, si vous me permettez, mais finalement, pour dire que dans ce travail de prévention que je fais régulièrement, parce que la praticienne que je suis, et je le dis à certains, c'est la frustration de dire que quand on vient nous voir, à la fois en tant qu'avocat et du coup en tant que présidente de l'association Avif, c'est que finalement, on va accompagner déjà des gens qui sont déjà abîmés. Et moi, je suis maman et je salue la présence de ma fille aujourd'hui, je suis ravie qu'elle soit là, c'est de dire on est là dans la sensibilisation, la prévention. Et c'est pour ça que je pars toujours, et je vais vous faire rire avec mon bâton de pèlerin, pour me dire je vais à la rencontre des jeunes, je vais à la rencontre de toutes les personnes qui me donnent la possibilité de parler, parce qu'il faut sensibiliser, éduquer, mais tous ensemble. Et donc les différentes peines, parce que quand on est majeur, enfin en tout cas quand la victime est majeure, heureusement, la loi est très répressive. On a, du coup, ce sont des circonstances aggravantes, puisque vous avez, alors je ne vais pas tout vous lire les textes, mais vous avez quand même 20 ans, vous risquez 20 ans d'emprisonnement. Alors je le précise, je ne sais pas si vous savez tout, mais un point qui est essentiel, nous en droit, on parle des peines plafonds. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un primo-délinquant, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour la première fois, va être devant les tribunaux, il ne va pas avoir une condamnation systématique à 20 ans. Il y a une étude de savoir du dossier, une étude de la personnalité et des circonstances. Et en fonction de l'âge aussi, on tient compte de l'âge. Pareil, les agressions sexuelles, ce sont des délits, et donc vous avez du coup des peines qui sont aussi extrêmement importantes. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas parler précisément du consentement et de parler aussi de la preuve finalement du non-consentement, c'est-à-dire il va falloir démontrer, et c'est là justement la difficulté qu'on pourrait rencontrer, c'est-à-dire de démontrer en cas de viol ou d'agression sexuelle la contrainte, les pressions, les surprises, ça c'est la difficulté de dire dans quel cadre nous sommes face à des contraintes, nous sommes face à des menaces, des surprises. Et ce qu'il faut bien comprendre, et je salue la loi de 2021, du 21 avril 2021 dont je vous ai parlé, c'est que finalement, on avait une difficulté, surtout quand on avait un mineur jeune victime de moins de 15 ans, c'est de rapporter la preuve finalement de son absence de consentement. Et heureusement que la loi est intervenue en disant, en dessous de 15 ans, on n'a pas à démontrer que l'enfant n'était pas consentant. Et c'est vraiment une première avancée. Alors, le but n'est pas ici d'expliquer est-ce que 15 ans c'est bien, est-ce que c'est faciliter la preuve. Comme je vous l'ai dit, quand on est un jeune adolescent et quand plus on est jeune et moins on a conscience et d'expliquer surtout avec ces mots quand on est jeune, de dire qu'on n'a pas consenti, c'est extrêmement compliqué. Et vous allez me dire, mais finalement, moi je suis un jeune et j'ai peur parce que je sais la loi, je connais toutes les répercussions, et de me dire, mais finalement, c'est extrêmement, j'ai plus envie finalement de la relation à l'autre me fait peur. Et heureusement, on a ce qu'on appelle la clause Roméo et Juliette. Cette clause Roméo et Juliette nous dit on peut être amoureux je suis un mineur et j'ai moins de 5 ans avec mon partenaire, et dans ce cas-là, systématiquement, c'est pas un viol. Il faudra bien sûr démontrer que finalement, je n'ai pas consenti à la relation. Vous partagez, peut-être, puisque je sais que le temps m'est compté, de vous partager un point pour vous expliquer finalement le rôle aussi éducatif, et de se dire est-ce que dans ce cas précis que je vais vous donner, est-ce qu'on aurait pu éviter cette tragédie. Alors, c'est une affaire qui remonte à 2022 et je voulais juste vous dire
vous rappeler les faits pour que vous compreniez qu'il s'agit d'une agression sexuelle donc entre 2 mineurs de 16 ans. Il s'agit d'Antoine qui est auteur présumé de faits d'agression sexuelle sur une de ses camarades, Emma, 16 ans également. Et vous voyez, je rebondis sur tout ce qui a été dit ce matin. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Et une histoire d'amour s'est nouée entre les deux. Tout se passe bien. Et puis, c'est le 31 décembre. Donc, je n'ai pas le temps de vous parler également de l'alcool, sur le consentement, le GHB. Je n'ai pas le temps, mais je veux juste vous parler qu'en réalité, ces 2 jeunes, peut-être un peu bu, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui est indiqué. Et finalement, la question qui était centrale, y a-t-il eu consentement ? Y a-t-il eu le consentement d'Emma ? Alors, elle explique ils sont en train de s'embrasser et il commence à lui toucher la poitrine et elle lui dit non. Et puis, elle sait pas trop, elle est intimidée. Ce que je disais à certains d'entre vous, la difficulté quand on est jeune, c'est qu'on sait pas où est la normalité. Puis elle l'aime, mais est-ce qu'elle peut lui dire non ? Et c'est ce qu'elle explique en fait quand elle est entendue. Elle est entendue. Et finalement, ce qui est surtout intéressant, donc finalement, il lui demande de faire une fellation et elle est pas d'accord. Donc il rentre, il remet son sexe dans la braguette et voilà. Mais il continue quand même à lui toucher les parties intimes et elle est pétrifiée en fait. Elle est tétanisée. Et lui, à un moment donné, le magistrat lui pose la question, mais est-ce que vous aviez conscience qu'elle ne voulait pas ? Hop, mon nom tombe. Et finalement, on lui pose la question, et c'est là que je voulais vraiment en finir et réagir, c'est de vous dire, interroger sur la conception du consentement. Antoine répond en garde à vue qu'il comprend le non, mais parfois il tombe sur des filles. Petite minute. Oui, 1 minute. Je finis ça. Qui tombe sur une jeune fille, surtout sur des jeunes filles qui lui disent finalement, oui. Alors, il pense que le non, ça veut dire oui. Et du coup, il continue. Et c'est ce qu'il dit, en fait. C'est vraiment dans la décision qui a été rendue. Et interroger, donc, sur le moment où il comprend qu'une femme n'est pas consentante, il est clair. Quand elle me repousse, quand elle pleure, quand elle crie. Mais là, je n'avais pas compris qu'elle ne voulait pas. Et ce qui est surtout pertinent, et c'est pour ça que je terminerai par là, et pour vous dire, est-ce qu'on aurait pu éviter ça ? À l'audience, interrogé sur ses propos, il indique qu'il était submergé de questions. Il voulait dire qu'il était peu sensibilisé. Toutes les filles sont différentes, dit-il. Non pas les mêmes réactions pour dire non ou pour dire oui. Je vous remercie. Bonjour, je suis Catherine Perel-Mutter, avocate au barreau de Paris depuis 1985. Je remercie Monsieur Joseph Marceau de m'avoir invité à ce colloque sur la sexualité, qui est un sujet important de notre vie. Je remercie également les intervenants précédents pour leur contribution. Le droit aborde ce sujet de la sexualité en énonçant ce qui est interdit par la loi et principalement toutes les interactions sexuelles obtenues par violence, contrainte, menace ou surprise. Des dispositions particulières concernant les mineurs ont été rappelées par ma consoeur. À ce jour, un texte voté par l'Assemblée nationale et le Sénat est à l'examen en commission mixte paritaire, principalement sur l'introduction du non-consentement à une interaction dans la loi, une interaction sexuelle dans la loi, ce qui permettrait d'appréhender plus de situations. Aujourd'hui, je souhaite vous exposer la plaidoirie d'un de mes dossiers en matière pénale que j'ai plaidé devant 3 cours d'assises différentes, en première instance, en appel, et devant une 3e cour d'assises parce qu'un des accusés était en fuite et a été rattrapé. J'assistais une jeune femme mineure, victime de la traite des êtres humains et proxénétisme aggravé en bande organisée. C'était le premier procès d'assises concernant la traite des êtres humains qui a été jugé par une cour d'assises car il comportait la circonstance aggravante
de la bande organisée qui rendait donc cette infraction criminelle et non délictuelle. C'est un cas de sexualité forcée puisque ma cliente a été contrainte de se prostituer avec des centaines d'hommes, ce qui a bien sûr eu des conséquences sur sa santé mentale et physique. Alors on va faire comme si on était à la cour d'assises. Vous allez faire office de juré, de magistrat professionnel, de président, d'assesseur, et voilà, vous serez les jurés devant lesquels j'ai plaidé cette affaire. La traite des êtres humains est la troisième source de trafic illicite dans le monde, après le trafic d'armes et le trafic de drogue. La traite des femmes nigérianes que l'on force à se prostituer occupe depuis quelques années les scènes judiciaires françaises, notamment les juges pénals et de l'asile. 60% des prostituées à Paris sont nigérianes. Mais aujourd'hui, je ne souhaite pas vous parler de cette priorité de la politique pénale, mais désire vous raconter l'histoire d'Inaya, qui est unique puisque c'est la sienne. Je voudrais vous rendre familier ce drame humain qui nous paraît si lointain et qui est pourtant si proche de nous, aux portes de Paris, au bois de Vincennes, sur la Light Road. Elle revient d'un interminable voyage vers les abîmes. Ce fut une longue descente aux enfers puisqu'elle a duré 3 ans, soit de 2014 à 2016. Inaya est née à Imurunova, au Nigeria, un très petit village. Son père vend de la nourriture sur les marchés et sa mère décède quand elle a 11 ans. Elle est l'aînée de 3 frères. Au décès de sa mère, elle part vivre chez sa grand-mère et arrête d'aller à l'école parce qu'elle est tellement triste qu'elle n'arrive pas à se concentrer et à étudier. Elle fait plusieurs petits travaux pour aider sa grand-mère qui est d'un milieu très modeste. Son père s'est coupé de ses enfants, ayant trouvé une autre femme. À 11 ans, elle se retrouve donc seule, livrée à elle-même. En 2014, la sœur de sa mère lui demande si elle veut aller en Europe pour avoir un emploi de coiffeuse ou de baby-sitter. Inaya, qui respecte son père, lui demande la permission, mais son père s'en fiche complètement et accepte. Elle est déjà délaissée par sa propre famille. Elle est donc mise en relation avec un certain Tony, chez qui elle vit dans le quartier de Three House, dans l'état d'Edo, au Nigeria. Puis sa tante change d'avis et ne veut plus la faire venir en Europe. Elle lui présente alors Papa Jalil et Mama Boubacar. Inaya a d'autant plus confiance en Mama Boubacar qu'elle est très jeune, isolée et vulnérable. Elle dit à l'expert judiciaire de ce dossier, Mama Boubacar est toute gentille, elle est riche, elle aide les gens au Nigeria, elle a bonne réputation et son travail est de s'occuper des enfants. Elle lui montre la grande maison de Hawa Boubacar, sa sœur, où il y a des photos d'elle, et lui dit « Tu vois, si tu vas en Europe, tu auras une aussi belle maison que ma sœur. » La veille de son départ pour l'Europe, elle est ensorcelée par la cérémonie du juju. Cette cérémonie au Nigeria est sacrée et a une valeur para-institutionnelle, para-judiciaire. Inaya doit rapporter une poule, une noix de cola, réputée pour ses vertus stimulantes, aphrodisiaques, et une boisson alcoolisée qui s'appelle gogo, composée de gin et d'éthanol, et qui en fait est le whisky du pauvre. Durant la cérémonie, le marabout tue la poule, lui donne un morceau cru, qu'elle doit avaler avec du gogo, lui prend sa culotte, des ongles et du sang avec lequel il fabrique un petit objet qu'il rendra à sa famille pour lever le sort quand elle aura remboursé sa dette. Elle apprend par Mama Boubacar qu'elle sera redevable d'une dette de 35 000 €. Évidemment, Inaya n'a pas été à l'école et elle pense que c'est 35 000 naira, c'est-à-dire 20 €, pour sa venue en Europe et qu'elle devra rembourser donc à la sœur de Mama Boubacar, c'est-à-dire Hawa Boubacar. Le juge Human ajoute qu'une fois cette dette remboursée, elle devra lui donner une somme d'argent pour lui et une autre somme à Mama Boubacar en guise de reconnaissance pour les bienfaits qu'ils lui ont dispensés. Tout était donc bien organisé à l'avance, en concertation avec les intervenants au Nigeria et ceux situés en France. Inaya jura sur le temple Agilala de ne pas dénoncer sa madame et de rembourser sa dette sous peine de châtiment. Son sort, désormais, était scellé par le pacte maléfique et redoutable.
Elle sera maltraitée, abusée, piégée par ceux qui l'exploiteront et qui seront en même temps son unique repère. Elle et d'autres jeunes filles seront regroupées durant 3 heures dans une des 2 maisons d'Awa Boubacar. Inaya fait partie d'un groupe de 12 personnes, dont un homme est en contact constant avec Monsieur Abdou, son cousin. Ils prennent des bus et des voitures pour aller en Libye et changent 4 fois de moyens de locomotion à la demande de Monsieur Abdou, qui leur indique à chaque fois où est le nouveau véhicule, car le plan était bien conçu, au détail près. Sur la route, ils sont attaqués par des rebelles qui frappent les jeunes filles et qui les violent toutes à l'exception d'une. À partir de ce moment, Inaya n'est plus la même. Les accusés obtiennent ce qu'ils veulent. Inaya s'effondre, elle tombe malade, elle a très mal au ventre, elle souhaite mourir et rejoindre sa maman dans la tombe. Comme l'a relevé la psychologue du dossier, c'était le début de l'initiation à l'horreur. Elle croit que Moussa Abdou est révolté par ce qui lui arrive, mais elle est bien naïve. Moussa connaît ses viols, ses routes. Et ces viols peuvent être faits pour soumettre ces jeunes filles qui vont devoir obéir puisqu'elles vont devoir se prostituer. Ou alors, ce peut être aussi un droit de passage à payer pour que les rebelles les laissent continuer leur chemin. Inaya a du caractère. Et pour qu'elle se consente à se prostituer, il fallait la rendre plus docile. Et le viol est aussi une arme de guerre. Plus tard, sur la route, elles seront encore frappées par des policiers à qui elles donneront l'argent donné par Mama Boubacar. Ils mettent un peu moins d'1 mois pour arriver en Libye. Ils vont aller dans un camp pour ceux qui veulent traverser la Méditerranée. Au bout de 3 jours, Moussa Abdou appelle son cousin pour lui dire que la traversée est payée et le cousin prend 9 personnes du groupe des 12 et les fait embarquer sur 3 bateaux différents afin de limiter les risques de perte en cas de naufrage. Dans le Zodiac, Inaya est avec sa cousine et une autre jeune fille qui partira en Allemagne, car les mineurs sont mis ensemble. Ils naviguent 3 jours dans un contexte de guerre peu sécurisant, alors que certaines jeunes femmes recrutées s'étaient déjà noyées. Inaya ne sait pas nager et elle a peur de la mer. Les vagues sont très fortes. Évidemment qu'elle n'a pas voulu aller dans ce bateau, mais ils l'ont pris par les mains, par les pieds et ils l'ont mise de force dans ce bateau. Secourus par les gardes-côtes italiens, ils sont placés dans un camp de réfugiés. Inaya a perdu le mobile qui lui avait été donné, mais elle se souvient du numéro de Moussa Abdou qu'elle va appeler avec un autre téléphone. Et Monsieur Moussa Abdou lui dit qu'il faut absolument que leurs empreintes ne soient pas prises dans ce camp et qu'il y a une personne à l'intérieur du camp qui va les aider. Elle trouve cette personne avec qui elles font du jogging pour sortir du camp et Moussa Abdou les attend avec une voiture en Italie, à l'extérieur du camp, pour les amener au train. Il prend les billets, mais il prend bien soin de ne pas s'asseoir à côté d'elle en cas d'arrestation. Au bout d'une journée, ils arrivent à Paris et partent chez lui, dans le 93 à Saint-Denis. Elle a donc été accueillie une première fois par Moussa et Maya Abdou. Le même jour, le mari d'Awa Boubacar, M. Mamadou, vient la chercher pour l'amener chez lui, à Herbon-en-Beaune, dans le 95. Elle dira qu'elle a donc été vendue au couple Boubacar-Mamadou, qui seront ses proxénètes. Chez Awa Boubacar, il y a d'autres jeunes filles. Inaya reconnaissait formellement la femme de Moussa Abdou. Le témoignage d'Inaya, désignant M. Moussa Abdou comme l'organisateur de son voyage en France, est corroboré par celui des autres parties civiles et l'expert psychologue qui l'a examiné le 30 avril 2018 dira qu'elle a constaté qu'elle n'est pas mythomane et ne présente pas de signes d'affabulation. L'examen osseux, réalisé le 2 août 2016, révélera qu'elle est mineure. Mais je laisserai le soin à Monsieur l'avocat général de préciser les investigations relatives aux flux financiers et interceptions téléphoniques qui, ajoutées aux déclarations des parties civiles, prouvent la culpabilité de Moussa et Maya Abdou, Boubacar Awa et Mamadou dans la traite des êtres humains en bande organisée sur mineurs. Mama Boubacar est intervenue dans le recrutement d'Inaya au Nigeria pour le compte de Moussa et Maya Abdou, qui est venu la chercher en Italie pour la ramener à Paris chez lui une nuit avant qu'elle soit transférée et recrutée par Awa et Mamadou Boubacar. À Benin City, Inaya pensait naïvement qu'elle allait occuper un emploi de coiffeuse en Europe.
Le lendemain soir de son arrivée chez Hawa Boubacar, celle-ci, après l'avoir habillée, lui donne un sac contenant des préservatifs, du gel lubrifiant et des lingettes, la fait conduire par Edith, une autre jeune fille, au bois de Vincennes, pour qu'elle l'initie à la prostitution, notamment sur les méthodes, les tarifs, ce qu'elle a reconnu lors de ses interrogatoires. Inaya ne comprend pas tout de suite. Elle a 15 ans et ne s'est jamais imaginé qu'elle était destinée à la prostitution. Quand elle se retrouve avec son premier client à l'hôtel, elle ne sait même pas ce qu'il faut faire. Elle téléphone à Edith car elle est toute ignorante et tout à fait perdue. En un peu plus d'1 mois, Inaya, mineure, se retrouve seule, sans défense, sans papier d'identité, ne connaissant pas la France, ne parlant pas le français, complètement désemparée, éprouvée par ce transfert inhumain et obligée de se prostituer. Elle commence à se prostituer au bois de Vincennes, dans la rue et la forêt. Elle a 15 ans, c'est l'hiver 2014, pour le compte d'Hawa Boubacar qu'elle appelle sa madame. Elle va travailler toutes les nuits, tous les soirs de la semaine, de 18h jusqu'au lendemain matin, 6h, soit 12 heures d'affilée. C'est de l'esclavage. Elle se prostitue à pied dans la light road du bois de Vincennes et prend 30 € par client. Sa prostitution lui rapporte environ 100 € par jour et elle doit donner l'intégralité de ses gains à Hawa Boubacar et paye un loyer mensuel de 450 €, nourriture comprise. Inaya et d'autres parties civiles à l'audience de la cour d'assises ont énoncé que Maya Abdou surveillait Inaya pendant qu'elle se prostituait et allait même voir ses clients après pour leur demander si ça s'était bien passé. Et c'est à cause de Maya Abdou qu'Inaya se faisait taper par Hawa Boubacar quand Hawa trouvait qu'elle n'était pas assez docile avec les clients. C'est une affaire de famille. On pourrait penser que c'est une affaire de famille inoffensive, mais pas du tout. L'expert judiciaire remarque que les accusés convoitent la place de la victime, mais ce ne sont pas des victimes. Chacun des accusés est un maillon de la chaîne de cette organisation criminelle en bande organisée, et il n'y a pas de maillon faible. Chaque maillon est responsable. Hannah Arendt évoquait la banalité du mal et je me souviens du procès de Cologne où j'avais assisté à une journée d'audience en 1979 de Kurt Lischka, Herbert Hagen et Ernst Aronson qui avaient déporté et assassiné 70 000 juifs français exterminés dans les camps de concentration. Je vous assure qu'ils avaient des visages tout à fait ordinaires. De même, M. Jonathan Little, dans son roman de 900 pages, Les Bienveillantes, démontre qu'un criminel nazi peut être un homme banal. Inaya, elle, est réellement victime, comme toutes les parties civiles de cette affaire. Elle a été placée, une fois que les faits ont été dénoncés, pendant plusieurs années. Et il résulte du rapport d'expertise psychologique qu'elle a été soumise à un stress post-traumatique très aigu dû au transfert avec ce périple dangereux, cette prostitution avec les clients violents. En ce qui concerne ce stress post-traumatique, il a été défini à peu près pour la première fois après la Première Guerre mondiale, à la suite de la Première Guerre mondiale en 1924. À l'époque, on parlait d'obusite, parce que les soldats de la Grande Guerre étaient trouvés dans des positions figées ou étaient atteints de tremblements. Et à l'époque, on croyait qu'ils jouaient la comédie et on pensait tellement qu'ils jouaient la comédie que certains même, pour ne pas retourner au front, que certains même ont été fusillés. Inaya a d'autant plus subi ce préjudice de plein fouet qu'elle était mineure et que son identité était en construction. Et au lieu, évidemment, de bénéficier de conditions d'éducation bienveillantes, etc., elle s'est retrouvée comme ça, projetée, avec un stress tellement violent qu'il ne lui a pas été possible, évidemment, d'intégrer dans sa mémoire autobiographique toute cette violence. Et c'est pour ça qu'on appelle cette mémoire la mémoire traumatique. Elle a eu donc des troubles graves du sommeil, des troubles psychosomatiques, une altération de sa personnalité et évidemment une dépression intense.
Aujourd'hui, Inaya est une femme libre, ne vivant plus dans l'ombre de ses agresseurs, même si elle gardera toute sa vie les séquelles de ses traumatismes. Encore aujourd'hui, elle se demande comment elle peut parler à ses enfants et leur raconter ce qu'elle a subi sans les effrayer, car le silence sur cette tragédie est pesant et mortifère pour toute la famille. Et c'est parce qu'elle existe par elle-même qu'elle est capable, aujourd'hui, de vous demander de rendre justice. Peut-être que je voudrais ajouter quelque chose, parce que c'est vrai que la société évolue, et à chaque évolution de la société, on voit qu'il y a des moyens différents qui sont mis à la disposition. Et en pensant à mon affaire, je pensais au professeur Kroc, qui, en 1995, à la suite des attentats de Saint-Michel, avait mis en place des cellules d'urgence psychologique ou psychiatrique. Et évidemment, je me dis que la société a beaucoup évolué, parce que quand les rescapés sont revenus des camps de concentration en 1945, il n'y avait pas de cellules d'urgence psychologique ou psychiatrique, et ils ont dû se débrouiller tout seuls avec les moyens du bord. Et à l'époque, on n'allait pas voir les psychiatres comme maintenant. Et voilà. Je pensais aussi notamment au protocole 6C qui a été mis en place en Israël par rapport à tous les soldats et les otages qui reviennent pour la plupart forcément traumatisés. Voilà, c'était une petite aparté. Bon, je disais, toutes les parties impliquées en fait dans ce procès ont été inquiétées par la justice. Mais qu'en est-il en fait du père abandonniste ? J'entends pas très bien. Elles sont quoi ? J'ai pas compris votre question. J'ai pas entendu. La question, c'est cette histoire incroyable en fait sur cette jeune fille. C'est une histoire vraie ? Non, mais bien sûr, et il y en a des milliers en plus comme ça. Toutes ces histoires sont issues en fait d'un premier geste, en fait, quelque chose qui a déclenché, on va dire, cette situation. Mais vous avez commencé par dire le père s'en foutait, il a disparu, il a laissé faire. Oui. Mais pourquoi en fait je pense que cette jeune fille était livrée à elle-même. Sa mère est décédée quand elle avait 11 ans. Son père s'en fichait complètement. Non, mais la question que je pose, c'est toutes les personnes, on va dire, qui sont responsables, on va dire, de ces traumatismes, de cette violence. La première personne, on va dire, responsable, c'est ce père en fait qui a abandonné son enfant. Oui, c'est parce qu'elle a été abandonnée. Oui, mais la question que je pose, c'est est-ce que cette personne a été inquiétée par la justice ? Parce que finalement, tout part de là. Non, son père, non, il n'a pas été inquiété. C'est parce que il n'a pas été poursuivi pour proxénétisme et traite des êtres humains, non. Non, par contre, les accusés ont été condamnés. Oui, ils ont été déclarés. Ceux qui ont été poursuivis pour traite des êtres humains et proxénétisme aggravé ont été déclarés coupables et condamnés à une peine de prison. Oui, ils ont été condamnés par la cour d'assises de Paris, oui, absolument. Il y a eu une cour d'assises de Paris qui a jugé cette affaire la première fois, et ensuite la cour d'assises du Val-de-Marne, oui. Et là, normalement, cette affaire est terminée, là, maintenant, après ces trois cours d'assises. En fait, il y en a eu de plus en plus à partir du moment où on a pu mettre cette circonstance aggravante de la bande organisée. Les affaires sont venues devant la cour d'assises, parce qu'avant, elles venaient beaucoup devant le tribunal correctionnel, parce qu'on n'avait pas réussi à caractériser la circonstance aggravante de bande organisée. Mais c'est vrai que cette circonstance aggravante a permis que ces affaires soient jugées avec des peines plus sévères devant la cour d'assises, puisqu'évidemment, les peines devant la cour d'assises sont plus importantes que devant le tribunal correctionnel. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait le monsieur par rapport effectivement à ce père abandonné, et on voit que toutes ces jeunes qui sont victimes et qui sont des proies
avec leur vulnérabilité, ils sont aussi en déshérence affective. Et comment effectivement, alors moi je travaille dans le cadre de la protection de l'enfance en tant que psychologue, mais comment effectivement remédier, faire de la prévention contre toutes ces déshérences affectives, toutes ces violences intrafamiliales. Vous disiez que la majorité, on se bat contre l'Église, se bat contre l'éducation nationale, contre le monde du sport, mais la majorité de ces jeunes sont d'abord et avant tout victimes au sein des familles. Mais cette déshérence affective, elle existe en France également, parce que elle existe partout. Je suis tout à fait d'accord. Parce que vous avez des affaires d'assistance éducative strictement devant pareil. Le juge français avec des familles françaises. Et voilà, la déshérence affective, elle est pas seulement au Nigeria, elle est partout. Tout à fait, mais on a du mal à faire de la prévention. Et comment faire valoir la prévention par rapport à ces familles souvent éclatées, souvent en difficulté, pas dans tous les milieux. Ça ne touche pas que des milieux pauvres ou déshérités. Non, ça touche vraiment tous les milieux. Toutes les classes. Et la pression du travail, la pression sociale actuellement fait que les familles sont encore plus en difficulté pour venir être protecteurs et venir s'occuper de leurs enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire comme prévention? Je crois beaucoup aux campagnes d'information, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'inceste en 1997. J'avais écrit un article dans Libération sur l'inceste et j'avais demandé, j'avais proposé, enfin comme l'inceste n'était pas marqué dans le code pénal, j'avais proposé qu'il soit inscrit dans le code pénal. Et à cette époque-là, je m'étais dit que en fait, une information dans les écoles assez tôt, notamment sur l'interdiction de l'inceste, serait bienvenue, parce que finalement, au détour comme ça d'informations dans une classe de façon anonyme, les enfants peuvent entendre, peuvent écouter. Et moi, je crois beaucoup. Alors évidemment, il n'y a pas que ça comme mesure, mais j'avais beaucoup pensé aux préventions dans les maternités, dans les écoles, etc. Parce que c'est vrai que le problème des enfants qui sont victimes, ils n'ont pas toujours de symptômes. C'est ça le problème. C'est que parfois vous avez des très très bons élèves même qui travaillent très bien à l'école et qui peuvent quand même être victimes chez eux. Parce qu'il y a les familles qui sont plus modestes et qui sont plus socialement repérées, mais c'est vrai que dans les familles les plus aisées, il y a moins de services sociaux qui se déplacent, etc. Et du coup, il y a moins de repérage. Je voulais juste compléter, si vous me permettez, parce que effectivement, ça c'est, je réponds à la fois en tant qu'avocat, mais aussi en tant que présidente et fondatrice de mon association, où justement on a fait beaucoup de prévention. Et notamment, je veux juste vous partager ce qu'on a essayé de faire pour la sensibilisation. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, et je vous rejoins totalement. Et c'est pour ça que je vous dis la frustration que j'ai, moi, d'arriver trop tard et des enfants qui sont très abîmés. On a mis en place que l'association, dont le siège social est dans le 17e, et donc je travaille beaucoup avec les commissariats, beaucoup d'assistantes sociales, beaucoup avec les intervenantes sociales de commissariat. Et on a mis en place l'année dernière, et je trouvais que ça a été un grand succès, avec le collège. C'est un collège Mallarmé, et ça s'appelle la journée citoyenne. Et donc, cette classe de 3e est venue à nous, et on a fait de la prévention. Étonnamment, donc, il y a pour des jeunes aussi, et d'expliquer. Donc ça aussi c'est important, notamment on parlait de revenge porn, de dire aux jeunes que c'est interdit, c'est prévu et réprimé par la loi. Donc certains ont tombé de l'armoire, passez-moi l'expression, ignoraient que finalement c'était avec réprimé et c'était extrêmement lourd. Donc pour vous dire, au départ c'était pas du tout mon sujet, pour être très honnête, mais c'est la personne qui les accompagnait m'ont dit: maître, est-ce que vous aurez la gentillesse de leur expliquer que finalement c'est interdit? Et ils étaient extrêmement étonnés. Ah ben non, c'est juste une petite photo, c'est rien, ça nous a fait rire. Mais vous pensez à la personne qui était dessus, vous pensez les répercussions psychologiques. Donc ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, madame, si je peux me permettre, nous, ce qu'on a fait au sein de l'association, moi, quand tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas anodin, si je vous ai utilisé le terme, je viens avec mon bâton de pèlerin, je vais à la rencontre de toutes les personnes, de tous les milieux socio-professionnels, et notamment, je vais dans ce qu'on appelle le QPV, le quartier prioritaire de la ville du 17e, où je rencontre des femmes, et je leur explique, justement, elles ont extrêmement peur, on va parler de l'ASE, que leurs enfants soient placés. Et je dis, mais le placement, c'est la dernière réponse. Nous, on a d'autres moyens pour vous aider. Et effectivement, je réfléchis, vous voyez, j'ai pas de réponse, mais là où je vous rejoins, madame, c'est que, et j'ai pas eu le temps de finir de tout ce que je proposais, mais c'est que
finalement l'éducation, le travail collectif. J'ai bien compris que la réponse judiciaire était qu'une réponse et qu'il y a d'autres réponses pour pouvoir justement prévenir et éviter justement les tragédies dont nous avons parlé. Monsieur, je me permets aussi de rebondir sur ce que vous avez dit et je suis extrêmement d'accord avec vous. Il y a aussi la responsabilité de chacun qui est compliquée et c'est souvent, vous savez, quand nous recevons à l'association ces victimes, la première des questions, et je dis c'est pas pour des statistiques mais pour essayer de comprendre, il y a toujours des failles éducatives et c'est vraiment de tenter d'expliquer. Vous voyez, monsieur, vous parlez de le papa, est-ce qu'il a été réprimé, est-ce qu'il a été finalement on l'a trouvé une sanction parce que effectivement de jeter, voilà. Mais ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que vous avez aussi des auteurs qui demandent à être aidés aussi, qui disent moi et pour vous dire, avec l'association nous réfléchissons aussi à ce volet-là parce que je suis de plus en plus consultée en disant mais comment moi je fais que reproduire un schéma, c'est interdit, je ne savais pas et ça il y a aussi ce volet-là, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a aussi ce volet-là qui est extrêmement important. J'ai pas toutes les réponses hélas, mais je travaille avec toute mon équipe que je remercie au quotidien pour vraiment, nous on est bénévoles dans le cadre de l'association et en se disant que finalement on essaie d'aider au maximum. Donc voilà, c'était pour vous répondre, madame, excusez-moi d'être. Et le nom de mon association c'est AVIF, AVVIFE. Je profite pour vous le dire aussi. Merci.